Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, mais aussi sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur le financement du cinéma au travers des Sofica avec Yann Lequelec, directeur général de Cinémage. Nous commenterons notamment avec lui cette période de collecte qui vient de débuter pour les Sofica 2024. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous poserons la question des choix de gestion à faire d'ici la fin de l'année, quelles que soient les classes d'actifs. Nous en parlerons avec Benoît Lombard, président de La Place. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, donc ce sera l'œil du CGP. Nous ferons le point sur ce marché de l'immobilier, un marché de l'immobilier qui pose beaucoup de questions, qui alimente beaucoup de questionnements, parfois des craintes aussi. Nous en parlerons avec Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons nous intéresser aujourd'hui au financement du cinéma et plus particulièrement aux investissements côté épargnant qui permettent de financer des projets donc cinématographiques ou télévisuels. Nous en parlons avec Yann Lequelec. Bonjour Yann Lequelec. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général de Cinémage. Donc, les Sofica ont recommencé à collecter pour cette année 2024. L'occasion de se poser la question en tant qu'épargnant si on a envie de diversifier son patrimoine avec des investissements directs ou indirects dans le cinéma. Alors on peut peut-être rappeler pour ceux qui nous écoutent le fonctionnement d'une Sofica. Bien sûr, avec plaisir. Donc Sofica, déjà, ça signifie Société pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Donc déjà, ça annonce un peu le programme. On va financer des films et des œuvres audiovisuelles, et notamment des séries. Les Sofica sont donc des sociétés dans lesquelles on peut investir et qui bénéficient d'un avantage fiscal très important puisque la réduction d'impôt est à hauteur sur le revenu et à hauteur de 48%. D'accord. Ce qui en fait la niche fiscale la plus, avec le taux de défiscalisation le plus important, tout produit confondu. Donc quand j'investis dans une Sofica, j'ai une réduction sur mon impôt sur le revenu de 48% en fonction du montant évidemment que j'ai investi dans la Sofica. Exactement. Si vous investissez 10 000 euros, vous aurez 4 800 euros de réduction d'impôt, sachant que vous pouvez investir par foyer fiscal jusqu'à 18 000 euros par an, et donc par foyer fiscal. Sachant que et c'est une niche fiscale qui est très éprouvée, qui a fait ses preuves, puisque depuis 1985, donc il y a 38 ans maintenant, que le système des Sofica existe. D'accord. Il y a 13 acteurs. Oui, c'est ça, mais surtout il y a une liste qui est remise à jour chaque année, c'est-à-dire que ne peuvent collecter que les Sofica agréés, donc on est généralement entre 12 ou 13 acteurs effectivement par an. Oui, tout à fait, puisqu'en fait il y a une double tutelle des Sofica. Alors ce sont des sociétés privées tout à fait autonomes dans leur choix, mais qui, donc la DGFiP agrée les Sofica, et il y a également une tutelle du Centre national de la cinématographie qui vérifie que les investissements sont dirigés là où ils devraient être dirigés, c'est-à-dire vers le cinéma et l'audiovisuel. Et donc il y a 73 millions d'euros de collecte au total. Et pour l'année 2024. Pour l'année 2000, donc la collecte 2023 qui sera investie en 2024, puisque les Sofica ont ensuite un an pour investir dans des films, et ensuite les films sortent et on peut rendre l'argent aux souscripteurs au bout de 5 ans, à partir de 5 ans. Et pour ce qui nous concerne, la Sofica Cinémage, nous on est sur une collecte de 12 millions d'euros, donc on a la chance d'avoir l'agrément le plus important des Sofica depuis quelques temps, et donc la collecte a démarré pour notre Sofica, mais comme pour les autres, il y a 2 semaines environ. Quand vous dites on peut rendre l'argent au bout de 5 ans, alors on ne fait pas du prêt quand on investit en Sofica, mais c'est le rendement potentiel qu'on pourrait avoir, ça c'est au bout des 5 prochaines années. Non, ce que je veux dire, c'est que si vous investissez maintenant en 2023 avant le 31 décembre, alors ce sera à partir de 2028 que nous pouvons...
très concrètement, qu'est-ce qui se passe? En 2024, nous allons investir Bien les sûr. fonds levés dans les films et les séries. Les films et les séries vont alors sortir. Et Ça puis, met toujours un peu de temps, il y a un tournage, il y a un effectivement. tournage, ouais. exactement. Les films sortent en salle, sur les plateformes, j'y reviendrai, passent à la télé. Et puis, nous, on est titulaire de droits à perpétuité sur les films. Bien sûr. Mais il y a un marché secondaire des droits du film qui fait qu'on rend liquide nos droits à recettes sur les films au bout de la 5e année, ce qui fait qu'à ce moment-là, il n'y a plus que du cash dans la Sofica, ce qui nous permet de rendre l'argent à nos actionnaires. Et alors justement, vous l'avez un petit peu mentionné avec le cinéma ou les plateformes, quelles sont les sources de rentabilité d'un investissement comme celui qu'on peut réaliser dans une Sofica ? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, évidemment, donc il y a l'avantage fiscal. Bien sûr, ouais. Donc ça, j'en parle pas. Ensuite, sur le sous-jacent lui-même. En fait, sur quel marché on investit? On investit sur le marché du cinéma et de l'audiovisuel. La bonne nouvelle, c'est que ce sont deux marchés, j'aurais pas dit la même chose, et je n'ai pas dit la même chose l'année dernière, c'est que ce sont deux marchés en forte croissance. D'accord. Le cinéma, qui a beaucoup souffert pendant le Covid, ne serait-ce que parce que les salles étaient fermées. Oui, bien sûr. Et puis ensuite, le secteur ayant été fragilisé, il y avait un embouteillage de films dans les salles et une baisse d'habitude des spectateurs pour aller en salle. Tout ça, c'est derrière nous. Et on revoit des signes, des chiffres de fréquentation sur les derniers mois excellents et même supérieurs à l'avant-Covid. Et pour ce qui nous concerne, par exemple, Cinémage, on a investi dans Anatomie d'une chute qui a eu la chance d'obtenir la Palme d'Or cette année, qui est actuellement sur les écrans, et alors même que c'est un film qu'on pourrait qualifier de film d'auteur, qui est au-delà d'1 million d'entrées, ce qui est exceptionnel, et qui se vend dans le monde entier. Donc le marché du cinéma fonctionne bien. Et le deuxième marché principal sur lequel on investit, c'est le marché de l'audiovisuel, donc soit les unitaires, soit les séries. Chez Cinémage, par exemple, on a investi sur En Thérapie, sur Le Bureau des légendes, ou plus récemment sur la série Bardot. D'accord. Et là encore, on voit, c'est un secteur qui se porte très bien. D'abord parce que les séries françaises se vendent bien à l'export, mais aussi parce qu'il y a une concurrence que vous remarquez certainement dans votre consommation d'images animées au quotidien, c'est-à-dire entre Netflix, Amazon, Apple et toutes les plateformes. Il leur faut des films à présenter à leurs abonnés, et évidemment quand il y a une concurrence d'acheteurs quelque part. D'acheteurs également, exactement. Et donc ça, c'est les deux principales sources de rentabilité, c'est la croissance du marché, et ensuite notre travail à nous, c'est d'identifier les pépites, les bons films, et de savoir si leur potentiel est plutôt sur la salle, sur l'international, sur la télévision, les plateformes, ou sur l'ensemble, et donc par un travail d'ingénierie financière, d'essayer de savoir en contrepartie de quelles recettes on positionne notre investissement pour aider le producteur à faire ses films. Alors, j'allais vous poser une question. Effectivement, vous représentez Cinémage. Il y a d'autres Sofica, effectivement, qui font des choix différents. Mais quand on a comme ça une sorte d'engagement de rentabilité, ou en tout cas de nécessité de rendre rentables des fonds qui ont été investis dans les Sofica, est-ce qu'on ne choisit que des films dont on est sûr qu'ils vont être rentables, des films qu'on pourrait qualifier de commerciaux, ou les choix sont faits de manière différente ? Non, alors, encore une fois, chaque Sofica a sa stratégie d'investissement. Moi, je peux vous parler de la nôtre chez Cinémage. En réalité, on s'aperçoit de choses, pour ce qui nous concerne, depuis notre création, il y a 18 ans maintenant. Là, on lève Cinémage 19. On a investi dans 50% de nos investissements sur le cinéma ont été dirigés vers des premiers et seconds films. D'accord. Donc, pour nous, il est très important, et c'est le sens aussi de l'avantage fiscal, que nos investissements aide à régénérer les talents et les films français. Je donne un exemple très concret. Justine Triet, Palme d'Or 2023. On a contribué, on était partenaire de son premier film, de son deuxième film, de son troisième film, et donc de cette Palme d'Or. C'est-à-dire qu'on l'a accompagnée alors même qu'elle n'avait rien fait sur son premier film. Et de façon très intéressante, on pourrait se dire, oui, mais très bien, mais la rentabilité dans tout ça. Or, les premiers et seconds films sont souvent des films moins chers, dans lesquels les auteurs ont beaucoup de choses à dire, et on s'aperçoit que en fait, c'est toujours pareil. Il faut positionner le montant investi sur un film par rapport à son potentiel. Bien sûr. Et donc, sur les premiers, on s'aperçoit que les premiers seconds films sont tout aussi rentables, si ce n'est plus, que des films d'auteurs plus confirmés, mais qui vont coûter plus cher, sur lesquels il y aura plus de concurrence pour investir. Et donc, le break-even sera plus loin. Donc, nous, on est très attachés à cette, au fait, à la recherche et développement, finalement, des talents qui vont s'exprimer sur les séries ou sur les films. Et ça, c'est vraiment une de nos spécificités chez Cinémage. Oui. Merci beaucoup Yann Lequelec de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de Cinémage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment naviguer dans ce contexte économique et financier d'ici la fin de l'année. Quels sont les grands choix de gestion que l'on peut faire sur les différentes classes d'actifs? Une question que nous allons poser à Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président du Multifamily Office Maison La Place. C'est vrai que cette rentrée peut être un petit peu complexe pour un certain nombre d'épargnants. Certains la voient d'un côté plutôt positif en se disant bon, la majorité des hausses de taux de la BCE ou de la Fed sont normalement passées, donc on peut envisager un avenir un peu plus stable. D'autres, au contraire, voient le marché immobilier, les questionnements sur le marché action, les questionnements parfois sur le private equity également, et se demandent si on n'est pas dans une phase de transition qui fait qu'on ne sait plus tellement comment naviguer dans tout ça. Comment est-ce que vous regardez ces 3 derniers mois d'ici la fin de l'année, Benoît Lombard, si tant est qu'il faut regarder que jusqu'à 3 mois? Il ne faut pas regarder que pour les 3 derniers mois et pas que pour les 3 prochains mois, puisqu'on s'inscrit naturellement dans un objectif de long terme. Donc, la première des choses, quand on parle d'allocation d'actifs, c'est aussi de se rappeler la durée pour laquelle on souhaite investir. Et puis le deuxième point, c'est l'appétence au risque. Et le stress que l'on est capable de pouvoir supporter en cas, bien sûr, de vicissitude. Et les marchés ont des cycles, on s'en est rendu compte récemment avec l'immobilier, on l'avait oublié. Parliez de la hausse des taux, 9e hausse des taux de la BCE, 4%. Je crois que sur la Fed, on est à 5,5%. Donc, c'est ça qui a profondément changé. On se souvient tous du fameux TINA. Bien sûr. Alternative. Maintenant, on est au TARA. Reasonable Alternative. Reasonable Alternative, je ne sais pas s'ils sont toutes raisonnables. Mais en tout cas, il y en a d'autres. Et c'est bien parce qu'il y a eu cette hausse des taux qu'on peut retrouver de l'appétit à la fois sur le marché monétaire. Je rappelle, aujourd'hui, on est sur un rythme de 4%. Si on raisonne sur le marché monétaire euro. Si on est investisseur en dollars et en tant que family officer, on a des investisseurs qui sont multidevises et notamment en dollars, on est à 5,5 le taux directeur, donc on est un peu juste en deçà. Donc là, on voit qu'on a un rendement réel qui est pas tellement éloigné de celui de l'inflation. Chose qu'on n'avait pas quand on avait des taux qui étaient négatifs. Vous vous souvenez, on était bercé au taux négatif pendant une quinzaine d'années. Oui. C'est fini ça, c'est terminé. Ça veut donc dire que la prime de risque qu'on a sur des marchés autres que le taux sans risque qui n'avait pas d'intérêt, eh bien aujourd'hui sont peut-être dégradées, ces primes de risque. On le voit sur le marché des actions et puis on le voit sur le marché immobilier. Et c'est ça le profond changement qu'on a connu cette année en 2023. Et si tant est que les banques centrales visent des taux pour juguler l'inflation, ils visent tous 2% à peu près. On n'y est pas à 2%. Bien sûr, oui. Mais qu'aujourd'hui, il y a des stratégies à prendre, des options à prendre pour se positionner demain par rapport à ce qu'on attend tous, c'est-à-dire un arrêt de la hausse des taux et peut-être aussi de juguler l'inflation. Mais alors, si vous dites, si je vous suis, il y a effectivement une prime de risque qui s'est réduite sur les marchés actions, par exemple, ou l'immobilier. Est-ce que pour autant, il faut sortir de ces classes d'actifs en se disant et voir les opportunités qu'il y a ailleurs? Mais reprenons un peu de recul, parce qu'on est tous collés sur les écrans à regarder les annonces des banques centrales, à regarder l'évolution des marchés financiers, mais il faut prendre du recul. Le recul, c'est quoi? C'est l'horizon de gestion. Est-ce qu'il faut sortir de l'immobilier? Bon, quand même, il y a un élément qu'on oublie tout le temps sur l'immobilier. Qu'est-ce qui est indexé à l'évolution de l'inflation indirecte? Les loyers. Les loyers. Et donc, à un moment donné, si on se retrouve avec une baisse de la valeur nominale de l'actif, baisse du marché immobilier, on a toujours un rendement qui va s'améliorer, puisque lui, il continue de croître dans la période d'inflation. Donc, est-ce qu'il faut arbitrer à cet instant donné là? La réponse, elle est bien sûr en distinguant l'immobilier d'habitation, l'immobilier de bureau, si on devait raisonner rien que pour la France, Paris, province, littoral aussi quand même. Bien sûr, oui. Et puis dans l'immobilier professionnel, distinguer les commerces des bureaux. Et puis au sein des commerces, distinguer peut-être l'hôtellerie et le commerce de proximité de zones commerciales qui entraînent peut-être un peu moins de monde. Voilà, donc il faut vraiment regarder dans le détail. Mais l'immobilier protège de l'inflation parce que les loyers sont indexés. L'immobilier connaît une correction parce qu'on a une hausse des taux et on a de l'inflation. Donc, et que donc, si on leverage, ça coûte plus cher. Et donc la rentabilité faciale est un peu inférieure. Mais est-ce que pour autant on doit tout vendre? Si on a constitué un patrimoine immobilier depuis 10 ans et qu'on a acheté et qu'on a peut-être un upside de 25-30% de hausse, est-ce que c'est le moment où on doit vendre tandis qu'on a 5, 10, 15% et qu'on a la durée devant nous? Et puis, quel code part cet immobilier représente dans son actif? Je vais vous donner des chiffres qui sont assez intéressants, qui sont la moyenne, puisqu'on parle de family office, des family office. Bien sûr. Les family office, c'est à peu près 31% d'actions
20% de private equity, 19% de private equity exactement. L'immobilier, c'est 13% seulement. Hein. D'accord. Et puis, Ouais. après, on a toutes sortes de classes d'actifs, dont aujourd'hui du cash, parce que le cash rémunère. Et puis, si le cash rémunère et qu'on a une inversion de la courbe des taux, on le connaît. Aujourd'hui, on a des taux courts qui sont supérieurs aux taux longs, malgré la récente hausse des taux qu'on a eue la semaine dernière. Ça veut donc dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir cristalliser les taux Mhm. pour conserver de la performance dans la durée, tandis qu'on va avoir théoriquement une politique monétaire qui devrait être un peu plus accommodante. Donc si on prend des choix de gestion au global, alors on va rentrer peut-être dans les classes d'actifs par la suite sur le temps qui nous reste, mais donc majorité d'une poche majoritairement action quand même aujourd'hui au sein d'un Action family long office. terme, bien Ouais. sûr, les verts de rendement, c'est pas complètement déconnecté aujourd'hui les bénéfices par action que l'on a de la rentabilité qu'on a en droit d'attendre. Il faut distinguer aussi, on voit que les marchés sont positifs, mais les marchés sont positifs depuis le début de l'année, sur l'ensemble, hein, Bien sûr. Ouais. essentiellement. Grâce aux 3 premiers mois de l'année, parce que depuis 6 mois, ça bouge pas tellement, à part bien sûr le Nasdaq. Le Nasdaq, on se rappelle quand même, hein, 40% de performance de Nasdaq. Là. Ouais, bien sûr. Donc, grâce à l'IA. Grâce à 10 valeurs Ouais. ou 8 valeurs, mais oui. Bien sûr, parce que c'est pas les fameux GAFAM qui ont fait la performance du Nasdaq. Mais les actions, sur du long terme, demeurent toujours le meilleur moyen pour investir. Et puis, n'oublions pas aussi que ça draine l'épargne vers l'économie réelle, que ça permet de créer des emplois, que ça permet de créer de la valeur, et que c'est peut-être le rendement le plus, ou du moins l'endroit où l'on doit placer son argent, le plus intelligent pour le bien-être de tous. Alors, on parle souvent de traité de Paris, des 17 ODD et des objectifs Bien sûr, pour ouais. l'avenir. Bien, l'investissement d'actions, ça permet aussi de créer des emplois, ça permet aussi. Donc, les actions, bien sûr, toujours. L'immobilier, peut-être regarder un peu, peut-être arbitrer, peut-être attendre si on doit acheter. Hein. C'est ça, donc on vend pas, mais par contre on achète peut-être pas tout de suite, On c'est ça? n'est pas obligé d'acheter au moment donné où on se retrouve avec des taux qui sont hauts, tandis qu'ils risqueraient de baisser demain, et où il n'y a pas de rencontre de volonté acheteur-vendeur, et que donc, pour une fois, on a un marché immobilier qui est plutôt entre les mains des acheteurs que des vendeurs. Donc, on peut prendre un peu de temps, puisqu'on s'inscrit dans la durée. Je rappelle que la durée moyenne de détention d'un actif immobilier, on dit souvent c'est 8-9 ans, mais parce qu'il y a la dette. Hein. Bien sûr, Si on oui. retraite ça de la dette, on est à une certaine année. Donc, si on doit investir sur 20 ans, eh bien, on peut se poser la question de 3 mois, 6 mois, 8 mois, on n'est pas pressé. Donc, et du cash aujourd'hui. Mais du cash, où ça ligne. alors? Sur des comptes à terme sur, Non, mais compte à terme. Moi, j'adore ça. Quand on est en période de hausse des taux, pourquoi figer son taux alors que demain, le taux au jour le jour sera meilleur? Ah, c'est une vraie question. C'est une vraie... Oui, bien sûr. Le compte à terme et les certificats de dépôt à 3 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, ce que vous voulez comme durée, ont du sens à partir du moment où on va être en baisse des taux. Et c'est à ce moment-là aussi, on peut même encore faire mieux. Pourquoi pas se constituer un portefeuille d'obligations d'entreprise investment grade? Investment grade, on a des taux aujourd'hui, on trouve du 5, 5,5. Hein, Bien sûr, un portefeuille diversifié, bien constitué, sur 5 ans. Alors qu'on sait que dans 1 an et demi, sur la zone euro, on ne va pas être à 4% de taux directeur. On va baisser à peu près de 150 points de base, 2,5. C'est la moyenne des économistes. Et qu'aux États-Unis, on ne va pas être à 5,50. On va baisser aussi de 150 points de base. On sera vraisemblablement entre 3,5 et 4. Bon, c'est en tout cas un des scénarios envisagés. Ouais, c'est scénario. Moi, je ne suis pas économiste. Hein. Je suis un bon perroquet qui lit beaucoup. Et en étant ce bon perroquet, un minimum d'intelligence, je me dis que cristalliser un portefeuille obligataire investment Aujourd'hui, grade, ouais. et pour partir à yield, si on est prêt à prendre un peu plus de risques, avec des notations de qualité et diversifiées sur une trentaine de lignes, par exemple, eh bien, a du sens si on voit les taux qui, demain, se prendront une direction opposée à celle qu'on connaît depuis les 9 hausses, c'est-à-dire à la baisse. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une gymnastique intellectuelle qui est peut-être un petit peu plus complexe, c'est de se dire effectivement si demain les taux rebaissent, effectivement le financement coûtera moins cher, mais il faut entre guillemets prendre des garanties sur les opportunités des taux élevés qu'on a aujourd'hui sur l'obligataire par exemple. Mais bien évidemment. Et quand on est en période de hausse des taux, on ne le fait pas. Quand on est en période de stagnation de taux, si je puis dire, ou stabilisation des taux, c'est un peu plus correct, et d'anticipation à la baisse, telle qu'on la voit à horizon 1 an et demi, eh bien là, se constituer un portefeuille obligataire a tout son sens. Se dire, me constituer un portefeuille obligataire avec une duration, je ne sais pas, de 3 ans, où je vais avoir 5,5 de rentabilité, tandis que j'ai du 4 sans risque au jour le jour, je ne sais pas. Oui, aujourd'hui, ça peut-être, on a le droit de se poser la question, mais demain, si on n'est plus à 4, là, du coup, on cristallise une performance pour des années durant. Et si on conjugue cela avec une diminution de l'inflation telle qu'elle est visée et telle qu'elle est souhaitée par l'ensemble des banques centrales, eh bien, on va se retrouver avec un taux réel positif. Donc pas de compte à terme, pas de... Le cash, on le rémunère comment alors concrètement? Juste un point, on parle de taux. Vous Oui, savez bien que sûr. dans la définition d'un rendement obligataire, court terme ou long terme, il y a 2 éléments.
Donc, il y a le taux, Ouais. et puis il y a l'émetteur. Bien sûr. Quand on a compte à terre, on a un seul émetteur. Si on achète le marché monétaire, on a la pluralité de l'ensemble des banques et des principales banques, notamment à qui l'on prête de l'argent. Et donc là, j'ai un risque de défaut qui est naturellement inférieur. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Le retourne, un mot sur le private equity. Alors, le private equity, c'est vrai qu'on en entend souvent parler, enfin, donc le capital investissement en France, on en entend souvent parler, qui propose des rendements particulièrement élevés, mais aussi avec un risque, bien sûr, pour les épargnants, et surtout, j'allais dire un flou, alors peut-être pas, mais en tout cas, une nécessité de pédagogie ou parfois une incompréhension des épargnants vis-à-vis de ce type d'investissement. Est-ce que... C'est plus compliqué, le private equity, que d'acheter des actions cotées, qui sont cotées, sur lesquelles on a un maximum d'informations. C'est quoi le private equity? Le private equity, c'est qu'on va confier son argent à une société de gestion qui ne fait que de gérer du non-coté. Bien sûr. Des actions non cotées. Et puis, on leur donne carte blanche pour investir dans l'univers qui est le leur et en fonction de leurs compétences, que ce soit la taille des entreprises, les secteurs d'activité, la répartition géographique, etc. Les devises aussi, parce qu'on n'est pas obligé d'investir uniquement dans la zone euro. Et donc, on a des rentabilités passées qui étaient excellentes. Moi, je penserais que demain, naturellement, on aura des rentabilités qu'on doit proposer, nous, comme étant légèrement inférieures, parce que il est plus facile de vendre du 15% que du 10 ou du 12. Mais même si on a 10 ou 12% de performance attendue, en confiant son argent à différents acteurs diversifiés, Bien là sûr, encore, différents. Et là, la loi Pacte de 2019 donne la faculté aux épargnants de pouvoir aller investir dans du private equity au sein des véhicules d'investissement assurantiel, ce qui n'était pas c'était faisable auparavant, mais sur des contraintes techniques trop importantes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On peut aller chercher des sociétés de gestion de premier rang, le groupe Cristal, dont Maison La Place fait partie, et je vais rester dans les A. On a pu proposer des fonds de Apax, Ardian, Astorg, là, des belles maisons de gestion qui ont un track record de qualitatif, qui ont un spectre d'activités différent, avec des couvertures géographiques différentes, avec des devises qui sont également différentes, et puis qu'on ventile l'ensemble de ces actifs sur différentes catégories d'émetteurs, et là encore, diversification est le maître mot des millésimes et des émetteurs, des sociétés de gestion, ça peut donner de la rentabilité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on est épargnant et qu'on n'a pas la connaissance suffisante pour aller sur ce type d'investissement, d'y aller comme quand on est allé à une époque sur les SCPI, c'est-à-dire se dire on est allé en private equity mais sans trop savoir dans quoi on a investi au final? Mais cher ami, à quoi servons-nous? On est là pour ça, nous, les professionnels. Nous les connaissons, nous les référençons, nous les analysons, nous les passons aux grilles de contrôle que nous avons mis en place, nous les auditons, nous les suivons, nous regardons non seulement track record, mais également tous les moyens qui sont mis à disposition de professionnels comme nous pour être le filtre entre eux et l'épargnant final. Et c'est nous, professionnels du patrimoine, qui devons réaliser ces due deals, si je puis dire, au bénéfice de nos clients, tout en conservant le maître mot, là encore, diversification. Et bon, on finira là-dessus. C'est une conclusion parfaite. Merci beaucoup, Benoît Lombard. Je rappelle que vous êtes président de Maison La Place, de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP, la dernière partie de Smart Patrimoine, où nous allons revenir ensemble sur les grands questionnements qui peuvent exister en matière de marché immobilier ou d'investissement immobilier, et plus particulièrement, évidemment, vis-à-vis des SCPI. Nous allons en parler avec Guillaume Lucchini. Bonjour Guillaume Lucchini. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes associé fondateur de Scala Patrimoine. Alors un mot peut-être sur le contexte global. Quel est le momentum que l'on vit sur ce marché de l'immobilier? Alors c'est vrai que l'immobilier, tout le monde en parle. Pourquoi? Parce que c'est une classe d'actifs qui touche tout le monde finalement. La personne qui a besoin d'acheter sa résidence principale comme celui qui investit. Le momentum est un peu délicat pour une raison très simple, c'est qu'on a vécu depuis 10 ans une augmentation finalement de l'immobilier quasiment de 30% sur les 10 dernières années, grosso modo entre 2013 et 2023. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est pas un ralentissement, c'est un net recul. Les chiffres sont là. On a une baisse de 12% au niveau des transactions selon les notaires à cet été. Et puis si on prend le marché, on va dire, du tertiaire, on est à moins 60%. Donc vous imaginez effectivement l'effet que ça peut avoir. Tout ça, c'est dû aussi à un contexte qui est un contexte inflationniste, comme tout le monde le sait. Une inflation avec finalement un rôle des banques centrales avec des taux qui sont remontés de manière assez subite, puisque finalement, on est passé de 0 à 4% quand on prend le taux de dépôt. Et puis, si vous prenez aujourd'hui un emprunt sur 15 ans, entre septembre 2021 et septembre 2023, on est passé de 1 à 3,95. Bien sûr. Donc forcément,
quand vous augmentez les taux de manière assez importante, finalement, le ménage subit une baisse de son pouvoir d'achat. Et forcément, dans l'immobilier, ça se répercute à l'achat, donc sur des mètres carrés, potentiellement à la baisse. Une question que j'imagine on vous pose souvent, Guillaume Lucchini, faut-il rester à l'écart des SCPI dans le contexte actuel? Faut-il y chercher des opportunités? Faut-il voir le verre à moitié plein face au contexte qu'on a actuellement? Alors, je voudrais revenir sur des choses qu'on entend. Beaucoup font un focus sur les SCPI, sur le marché des gestionnaires de patrimoine, sur le fait d'avoir vendu des SCPI. D'abord, la SCPI, c'est un investissement, c'est une classe d'actifs. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Cette classe d'actifs, finalement, est pondérée sur différents secteurs. Vous avez le secteur des bureaux, du commerce, de la logistique. Donc, tous, finalement, ne sont pas impactés de la même manière. Si vous prenez, par exemple, le bureau et la logistique, on est à peu près à moins 17% depuis le début de l'année. Si vous prenez le commerce, on n'est qu'à moins 12%. D'accord. Alors, après, le commerce, ça se comprend aussi, puisqu'à l'époque du Covid, effectivement, il avait été déjà impacté. Donc, bien sûr, oui. l'impact est moins important. Mais pourquoi ce questionnement? Parce que très souvent, on fait un focus sur l'investissement, parce que l'investissement, entre guillemets, est coté, c'est-à-dire qu'il a une valorisation au jour le jour. Mais on oublie que si le secteur, effectivement, tertiaire baisse, c'est que le résidentiel baisse. Et si on prend les chiffres à Paris, on est à moins 5% depuis le début de l'année. Alors, bien évidemment, les arrondissements ne fonctionnent pas tous de la même manière, hein. On a très clairement une nette différence entre le 20e arrondissement et le 7e. Mais si vous prenez, par exemple, les chiffres des grandes villes comme Bordeaux, on est à moins 8 depuis le début de l'année. Est-ce qu'une seule fois, on s'est posé la question de se dire, si vous êtes propriétaire d'un appartement à Bordeaux, il faut le vendre? Bien sûr. Ce serait peut-être le pire moment, presque. Ce serait peut-être même le pire moment. Donc en fait, cette notion-là, en tant que conseil, il faut prendre beaucoup de recul. Quand on fait de l'investissement, quand on fait de la SCPI, on fait de l'investissement dans le temps. Très souvent, ça s'est fait en plus avec l'effet de levier. On a en plus des loyers qui prennent l'inflation, puisqu'ils sont indexés sur l'ILC. Donc, là encore, il faut prendre du recul. Et puis, si on prend, entre guillemets, un momentum qui est à peu près similaire, alors je ne dis pas similaire, mais on s'y rapproche, vous prenez ce qui s'est passé entre 2008 et 2011, le marché a fait moins 15. Dès 2011, il était à l'équilibre et dès 2012, il était positif. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul aujourd'hui sur ces effets d'annonce. Pour autant, effectivement, il y a bien un impact tout de suite. Surtout, il y a l'achat. Et puis surtout, il y a eu beaucoup d'annonces successives sur un laps de temps assez réduit où on s'est dit, mince, en fait, peut-être que, entre guillemets, la situation est plus complexe qu'on ne le croit. C'est qu'à un moment donné, les ajustements, ils sont obligatoires, puisque vous savez, quand vous êtes dans un investissement de SCPI, vous avez une autorité de régulation, votre prix de part est encadré, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Pour autant, vous avez, entre guillemets, des curseurs qui vous permettent un tout petit peu de flexibilité. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous êtes obligé de faire ces corrections. Et pour beaucoup, alors c'est peut-être là où pour l'investisseur, entre guillemets, c'est pas correct, certaines SCPI sont allées au-delà finalement de la correction. Pourquoi? Parce que peut-être en anticipant déjà l'après, c'est-à-dire qu'un contexte qui va rester difficile, en tout cas ces prochains mois, et plutôt que de revaloriser 2 fois la baisse, peut-être c'est plus intéressant pour elle de le faire en une seule fois. Mais en tout cas, pour un investisseur, il faut qu'il reprenne son contexte d'investissement, pour quelles raisons il l'a fait, sur quelle durée, et je pense qu'il faut s'en tenir aux fondamentaux. Merci beaucoup, Guillaume Lucchini, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, d'avoir rappelé effectivement que l'immobilier, c'est un investissement de long terme. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Scala Patrimoine. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.